À l'heure de passer à table, que trouverons-nous demain dans nos assiettes? La planète est asphyxiée par les méthodes de production industrielle qui régissent notre alimentation. Des voies alternatives se dessinent entre renouveau d'un savoir ancestral et techniques de pointe. Mais suffiront-elles à nourrir 9 milliards de bouches en 2050? L'histoire commence à la fin des années 60. La course au rendement donne naissance à l'agriculture intensive. Trente ans plus tard, les organismes génétiquement modifiés s'imposent à travers le monde. Aujourd'hui, le constat est amer. L'agriculture consomme 70% de l'eau disponible sur Terre et 90% des variétés cultivées traditionnellement par les paysans ont disparu de nos champs. Nous mangions plus de 10 000 espèces de plantes. Aujourd'hui, nous en commercialisons une dizaine, largement à destination du marché mondial. Elles sont produites à travers un processus d'uniformisation qui engendre des problèmes inédits, comme l'allergie au gluten causée par le blé. Cette allergie n'existe que dans le système industriel. Et chez les populations qui ne mangeaient pas de riz blanc, l'introduction de celui-ci a fait apparaître le diabète. Le vice central de ce modèle-là, c'est le vice du productivisme, en fait. C'est-à-dire, on pense avant tout à rendre les gens plus productifs, les terres plus productives. Mais la productivité, ça a un prix. Si on pense juste à ce qu'on achète au supermarché, c'est une certaine idée du prix. Si on met dans le prix les conséquences sur la santé, le prix augmente. Les gains de productivité, ils ne se traduisent pas nécessairement par des économies pour les consommateurs. Ils se traduisent souvent par plus de marge pour les producteurs. Donc, il est où le gain? Je pense qu'il faut se poser ces questions. L'Inde a payé le prix fort de cette course au rendement. Dans les années 80, en contrepartie de l'aide du Fonds monétaire international, le pays ouvre totalement son marché agricole. Les paysans sont séduits par les sirènes des OGM, qui garantissent des rendements exceptionnels et des plantations délivrées des insectes et des parasites. Confronté à la nécessité de nourrir chaque jour 1,250 milliard d'habitants, le pays devient un terrain d'expérimentation en matière d'OGM. Le miracle est de courte durée. Les plantes succombent aux maladies locales, consomment 2 fois plus d'eau et dégradent les sols à grande vitesse. Les mauvaises récoltes se succèdent, obligeant les paysans, déjà extrêmement pauvres, à s'endetter pour acheter les semences de l'année suivante. Il faut trouver une solution pour sortir de cette spirale infernale. C'est à Dehradun, dans l'état de l'Uttarakhand au nord de Delhi, que Vandana Shiva crée la ferme de Navdanya il y a 20 ans. Cette écologiste et féministe indienne prouve aux agriculteurs de son pays la supériorité de l'agriculture biologique et de la polyculture. Ça, c'est du blé.
de la moutarde, de l'avoine, de l'orge. Ça, c'est des graines de lin. Dans ces champs, les plantes, les animaux et les micro-organismes s'autorégulent entre eux. Priorité aux écosystèmes. Fini les pesticides et les engrais chimiques. La priorité de cette agriculture biologique est l'optimisation de l'usage de l'eau, le respect et la sauvegarde de la biodiversité. Son objectif est de produire des aliments sains en préservant la place des paysans dans la société. Le lien entre la table et le potager est important, parce que c'est ce qui nous permet de nous souvenir qu'au bout du compte, la nourriture vient de la terre. Elle provient des semences, du travail et de la contribution des agriculteurs. Et il existe une continuité entre l'état de la terre et notre santé. Ces mêmes systèmes qui détruisent la terre sont en train de détruire la biodiversité. Ils sont à l'origine de la cruauté envers les animaux. Ils déracinent nos petits agriculteurs, qui sont pourtant bien plus productifs qu'eux. Les agriculteurs viennent de loin pour apprendre à sélectionner les semences, à mélanger les cultures dans un même champ et à tirer profit des insectes prédateurs. Il n'y a pas si longtemps, l'Inde comptait 200 000 variétés de riz. L'agriculture intensive a réduit ce nombre à 3. Aujourd'hui, la ferme de Navdanya est devenue une banque de semences modèle qui a permis à plus de 10 000 fermiers d'Inde, du Pakistan, du Tibet, du Népal et du Bangladesh de redécouvrir l'agriculture biologique, ses atouts et ses limites. La petite agriculture pratiquée à une échelle humaine, à l'échelle de la parcelle, une diversité de plantes qui sont cultivées, parfois en combinaison avec des arbres et des animaux, cette agriculture-là peut être extrêmement productive à l'hectare. C'est une utilisation très efficiente des ressources qui est faite dans ces petites exploitations familiales et toutes les études montrent qu'elles sont extrêmement productives. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas compétitives ou concurrentielles sur les marchés. Pourquoi? Parce qu'elles sont relativement plus intensives en main-d'œuvre, parce qu'elles ne sont pas en mesure de faire des grandes économies d'échelle, elles ne sont pas en mesure de se mécaniser de manière très considérable pour réduire les coûts de production. Impossible pour les produits issus de l'agriculture biologique d'être concurrentiels face aux produits de l'agriculture intensive. Ils séduisent plutôt des consommateurs déçus par le low-cost des grandes surfaces et soucieux de manger plutôt des produits de saison. Au supermarché, fraises, asperges, tomates, raisins sont disponibles toute l'année, nous faisant oublier qu'ils ont parfois parcouru des milliers de kilomètres avant d'atterrir dans nos assiettes. Un fruit importé hors saison par avion consomme pour son transport 10 à 20 fois plus de pétrole que le même fruit produit localement et acheté en saison. Par exemple, 1 kilo de fraises d'hiver nécessite l'équivalent de 5 litres de gasoil pour rejoindre nos rayons. Pour éliminer l'impact environnemental de leur production et de leur acheminement jusqu'à nous, sommes-nous prêts à abandonner notre raisin du Chili en hiver ?
et nos fruits exotiques tout au long de l'année. On a beaucoup misé sur le développement des chaînes mondiales d'approvisionnement. On a sous-investi par contre dans les marchés locaux et régionaux qui pourtant sont de nature à relier les producteurs aux consommateurs de manière beaucoup plus directe, avec un nombre plus restreint d'intermédiaires, et sont de nature à permettre à chacun de s'alimenter à partir de produits frais, produits localement, ce sur quoi l'on a beaucoup trop peu misé par le passé. Mais comment faire quand plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes pour revenir à une production de proximité? Il faudrait pouvoir ramener les campagnes jusque dans les villes. Donc si on avait une dizaine de centimètres, ce serait bien, au moins. À Paris, la Société d'agriculture urbaine généreuse et engagée, la SAUGE, relève le défi. Dans cet espace participatif du 18e arrondissement, de jeunes entrepreneurs installent une micro-ferme. Leur objectif ? Faire jardiner les gens 2 heures par jour pour les reconnecter avec leur alimentation. Une micro-ferme, c'est une ferme avec des petits modules de production, des petits modules pédagogiques, des petits modules de restauration, enfin de transformation des produits qu'on va pouvoir produire. Et l'ensemble doit être facilement déplaçable pour s'adapter aux évolutions de la ville, parce que la ville, c'est en perpétuel mouvement. Et donc pour nous, on sait que c'est un des indispensables pour que le projet puisse durer dans le temps, de pouvoir bouger spatialement. Voilà, là c'est pas mal. Tu peux remettre de la terre par-dessus. Un cheval, je suppose. Là, tu peux en mettre encore, à peu près jusque là. Je ne pense pas qu'il faille le réfléchir seulement en termes économiques, en termes de est-ce que ça va produire assez pour nourrir les populations. Ça va reconnecter des gens à des pratiques. Et cette connexion-là, elle se perd beaucoup à l'époque où les gens ils achètent sous cellophane dans les supermarchés. Quelle que soit la façon de le faire, se rapprocher des aliments qu'on mange amène à mieux comprendre ce qu'est la nourriture. Et par se rapprocher des aliments, j'entends les faire pousser, les récolter, les transformer, les cuisiner, les manger. Ceux qui achètent des aliments emballés et les réchauffent au micro-ondes et les mangent rapidement, ou alors les achètent dans un service de restauration rapide, sont probablement le plus éloignés de la nourriture qu'on puisse l'être. Deuxième idée forte de l'association, utiliser des déchets pour faire pousser des produits et les intégrer dans des recettes gourmandes. Exemplaires en termes de durabilité. On fait nos premiers tests de production avec les pleurotes qu'on produit donc à partir de marc de café qui est récupéré, pasteurisé et qu'on va ensuite utiliser dans des petites recettes de cuisine. Donc là, on est en train de tester par exemple le falafel de pleurote ou le kebab de pleurote. On a des carottes râpées, du chou rouge, des navets vinaigrés et des herbes fraîches du jardin également, coriandre et menthe. Ouais, super bonne. Merci pour le fromage, hein, c'est trop bon. Ouais. Donc ça, c'est dans la logique de passer de la production à la transformation. Et puis, on a aussi des activités qui sont plus récréatives, afin que les gens apprennent à faire leur jardinière et puis puissent cultiver ensuite cet été, en pensant à nous, on l'espère, aux belles tomates qui pousseront sur le balcon. Lorsque vous vous rendez compte que la nourriture, c'est produire ce qu'il faut pour s'alimenter, alors le moindre petit pot sur le rebord de votre fenêtre est source d'alimentation. Un petit balcon vous offre de la nourriture. Une ferme urbaine est une source de nourriture. Une petite ferme l'est aussi. Et tout comme la santé est une continuité entre la terre et nous, la production alimentaire est une continuité entre les petites exploitations agricoles dans les zones rurales et les jardins urbains. Nous nous sommes rendus compte que les jeunes étaient tellement éloignés de leur nourriture et du sol qu'il leur suffit de toucher la terre et regarder une plante grandir pour avoir soudain l'impression de participer à la grande abondance terrestre. Tu mets 2 haricots ou tu prends un haricot, un petit pois? Tu peux peut-être faire la différence entre les haricots et les petits pois, non? En les reconnectant, ça leur apprend que la nature peut être capricieuse. Que tous ces produits qu'on considère pour acquis quand on va les acheter au supermarché, après tout, il y a juste un peu de monnaie à donner, ils proviennent de processus incertains, difficiles à contrôler.
Une des critiques qu'on fait à l'agriculture urbaine est qu'elle n'est qu'un terrain de jeu pour bobos ou autres privilégiés. Et je pense qu'il y a une certaine vérité dans cela. Avoir assez de temps et de ressources pour pouvoir se permettre de produire de la nourriture sans rentabilité, parfois ça ne marche pas, peut être perçu comme un privilège. D'un autre côté, je pense qu'il y a là un mouvement de recherche spontanée venant des gens qui a toute son importance. Ce sont comme de petits laboratoires qui permettent à nombre de personnes de s'investir, expérimenter et apprendre. Dans les micro-fermes, les méthodes de l'agroécologie ne sont pas à la hauteur pour nourrir une population urbaine croissante. Comment passer à une production de masse en gardant ces principes? De nombreuses expérimentations sont en cours. Comme les fermes LUFA, qui envahissent les toits des édifices au Québec depuis 2011. D'immenses serres de 2800 m² de potager à Montréal. Ici, on produit une quarantaine de variétés de légumes, cultivés sans pesticides et réutilisant l'eau de pluie. 700 kg par jour de fruits et légumes bio qui nourrissent 6500 personnes. L'idée avec l'UFA, c'était d'essayer de nous apporter à un modèle alimentaire qui ressemble plutôt à la façon que nos grands-parents mangeaient. C'était une agriculture qui avait de l'allure, c'était durable, il n'y avait pas de produits chimiques, il n'y avait pas de pesticides, c'était rentable et la bouffe était incroyable. Le modèle d'affaires LUFA, c'est de produire localement, mais aussi de distribuer directement. On est capable, par exemple, d'avoir 0 perte. Alors, dans une serre comme ici, on est capable de cueillir seulement ce que les consommateurs ont commandé. Les clients choisissent leurs légumes sur Internet ou par téléphone avant minuit. Puis, la cueillette est lancée la nuit. Les paniers sont préparés jusqu'à midi et livrés dans les 300 points de chute répartis un peu partout à Montréal. Un système efficace qui ne touche, malgré tout, qu'un petit nombre de citadins. Même si aujourd'hui, cette forme de distribution ne représente pas nécessairement un grand pourcentage de la façon que les habitants en mangent, pour moi, ça va devenir de plus en plus important, surtout pour la production de tout ce qui est légumes frais. Les salades, les tomates, les concombres, les poivrons, tout ce qui ne se transporte pas nécessairement très bien. Je trouve que ça va plusieurs années avant qu'on voit des patates et du maïs qui poussent sur un toit, mais pour les tomates, pour les salades, pour moi, le timing est parfait. Ces fermes modèles représentent une solution d'avenir pour la production de fruits et légumes. Mais qu'en est-il de la production de viande? Le coût environnemental de sa production est énorme et l'élevage intensif est décrié par les citoyens concernés par la souffrance animale. Impossible d'envisager de petits élevages aux méthodes éthiques au cœur des villes. Une autre solution émerge. Et si nous mangions d'autres animaux dont la production est moins néfaste pour l'environnement? Et si nous mangions des insectes? « 1400 espèces sont consommées depuis la nuit des temps en Amérique latine, en Asie et surtout en Afrique. Les insectes sont riches en protéines, en calcium et en fer, et pauvres en lipides et en cholestérol. Pourtant, dans de nombreuses régions d'Afrique, la consommation d'insectes s'est effondrée sous l'influence des modes d'alimentation occidentales. La société Aspire Food, créée par 5 jeunes diplômés de l'Université McGill de Montréal, travaille sur une larve de palmier au Ghana.
Leur objectif ? Permettre aux populations locales de redécouvrir cette source de protéines et d'expérimenter des techniques de production. Le Ghana est un pays où l'anémie par carence en fer reste un problème, surtout chez les femmes enceintes et les enfants. De nombreux insectes renferment une quantité importante de fer, ce qui est excellent contre l'anémie. Et nous avons constaté qu'il y avait une grande demande dans le sud et le centre du Ghana pour les larves du charançon rouge des palmiers, le stade larvaire de ce coléoptère qui infeste le palmier. Cet insecte n'a jamais vraiment fait l'objet d'un élevage. Il n'y a que de la cueillette, des gens qui vont dans les champs les ramasser un par un. Cela représente beaucoup de travail, ce qui fait que ces larves coûtent cher. Avec cette pratique, il y a aussi toujours le risque des pesticides. On ne sait pas quels insecticides peuvent être présents sur le terrain et on peut se retrouver confronté à toutes sortes de problèmes sanitaires. Assurer la sécurité alimentaire de ces communautés, cela veut dire aider les habitants à accéder à l'autonomie, à devenir responsables de leur propre production et à pouvoir se nourrir par eux-mêmes. Cet adulte va dans cette bassine. À ce stade, ils peuvent devenir aussi gros que ça. Ils deviennent adultes au bout de 3 semaines environ. En 2 ans, 4 communautés ghanéennes ont appris à produire leurs larves de façon autonome. Leur élevage rapporte 150 kilos par mois et l'objectif est d'atteindre les 5 tonnes. L'élevage d'insectes comestibles, conduit sur une très petite échelle, avec de petits agriculteurs, apparaît très attrayant. Avec des moyens très simples, nous rendons les habitants à même de produire une forme de protéine qu'ils consommaient et désiraient déjà. Et ceci avec très peu de travail et un minimum de produits chimiques. La production d'insectes est très avantageuse. Son empreinte écologique est faible, car l'élevage est simple et prend peu de place. Une solution miraculeuse pour répondre au problème de la sous-nutrition qui touche plus d'1 milliard d'individus, d'autant que certains insectes contiennent à poids égal 30% de protéines de plus que la viande. Mais représente-t-il réellement une solution alternative à la production de viande ? J'ai comme l'impression que les insectes pourraient être perçus comme une source de protéines de seconde classe. C'est bon pour les pauvres, n'est-ce pas ? Ou pour les masses. Mais ce bœuf, ce porc et cet agneau demeureront les plats importants pour les gens qui peuvent se les permettre. Les insectes deviendront-ils une forme de protéines de seconde classe? Ça dépend de la manière dont on les prépare. Si nous les broyons et les transformons en poudre et disons « voici de la protéine » et puis les présentons sous forme d'hamburgers d'insectes, ça donnera effectivement une viande bas de gamme. Comment convaincre le consommateur que manger des insectes est mieux et surtout meilleur? L'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne encouragent le développement d'élevage à grande échelle. Le problème en Occident, c'est que l'insecte, il est culturellement problématique. C'est associé souvent au sale, au dangereux, et ainsi de suite. Il y aurait beaucoup de travail à faire pour changer les mentalités avant que ça soit une consommation possible pour beaucoup d'Occidentaux. Pourtant, il y a quelques années, la consommation de sushis et de poissons crus semblait inconcevable dans l'alimentation occidentale. Et aujourd'hui, le monde entier consomme ces aliments et les apprécie. Suivant cette idée, après le Ghana, l'équipe d'Aspire Food met en place un projet pilote d'élevage de criquets sur le marché américain à Austin, au Texas, et prépare le terrain pour un marché qui pourrait être lucratif.
Différents publics ont émergé, des gens qui sont très contents de mettre dans leur régime alimentaire une diversité qui n'y était pas. Vous avez des athlètes, des gens qui sont branchés par le mode de vie paléo, et il n'y a rien de plus paléolithique que de manger des insectes, donc ça tombe très bien. Vous avez des consommateurs qui ont des problèmes gastro-intestinaux, des allergies, des maladies auto-immunes, différentes populations qui ont constaté que les insectes étaient un excellent substitut à des protéines qui leur causaient des misères. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Une délicieuse salade de kimchi, servie avec des tacos au criquet. J'aime l'aventure. Je vais prendre le menu. On dirait du poisson cru. Tu vas adorer ça. Et voilà la salade au criquet. Les tacos au criquet. Bienvenue à la bouffe du futur, mon ami. Et voilà le smoothie préféré de nos clients, avec 68% de protéines à base de criquet, bananes, fraises et myrtilles. C'est pas mal du tout. On ne peut pas juste dire « les insectes sont l'avenir, mangez-en ». Pour qu'ils soient adoptés, les insectes doivent être bons, et ce n'est pas difficile à faire. Ça implique de développer de nouvelles recettes, de nouvelles manières de les préparer. On ne peut pas juste se concentrer sur l'élevage des insectes et l'organisation économique d'une production à grande échelle. Il faut vraiment aussi se pencher sur les restaurants, la cuisine à la maison, et faire en sorte que ça devienne pour les gens quelque chose qui leur fait envie, et non un truc qui les met mal à l'aise parce que c'est dégoûtant. En France, la consommation d'insectes est tolérée, mais pas encore autorisée à 100%. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation pointe le risque de substances toxiques, de parasites, de virus ou de bactéries stockées dans le corps de l'insecte. En attendant que les dernières craintes et les derniers tabous soient levés, une autre idée fait son chemin. Pourquoi pas nourrir nos animaux d'élevage avec des insectes ? Après tout, dans la nature, les insectes font déjà partie de la chaîne alimentaire des volailles et des poissons. Actuellement, 70% des terres agricoles sont captées par la production des aliments destinés aux animaux d'élevage. Le bétail mondial consomme à lui seul une quantité de nourriture équivalente aux besoins caloriques de 8,7 milliards d'êtres humains, plus que la population totale actuelle. Alors pourquoi ne pas remplacer les farines protéinées classiques par des farines d'insectes, faciles et peu coûteuses à produire ? L'utilisation d'insectes pour faire des farines animales, destinées d'ailleurs à l'alimentation d'autres animaux essentiellement, c'est une solution beaucoup moins problématique puisque le consommateur final, il n'aura aucun rapport avec l'insecte. Maintenant, à voir quel type de farine on va faire, quelles vont être ses capacités nutritives, mais aussi quels sont les problèmes sanitaires que ça peut poser pour les animaux. En France, la société Insect, installée à Dole dans le Jura, produit des insectes pour nourrir les animaux de compagnie. Elle fabrique aussi, pour l'aquaculture, des farines animales issues de larves d'un petit scarabée, le ver de farine. La société affirme que les poissons et les poulets nourris au ver de farine grandissent plus vite. Les instances européennes ont donné leur feu vert à cette commercialisation. À l'échelle européenne, le marché de l'alimentation pour le poisson, la volaille et le porc est colossal. Une production estimée à plus de 3 millions de tonnes par an.
Les produits qui utiliseront des insectes comme ingrédients, comme un saumon fumé ou des crevettes, seront a priori effectivement labellisés, nourris aux insectes, ce qui serait une bonne chose, qu'encore une fois le consommateur perçoit ceci comme un élément naturel dans l'alimentation de ces poissons-là. Et peut-être que ce sera justement un moyen de faciliter l'entrée de ces insectes dans la chaîne de consommation jusqu'à l'alimentation humaine dans le futur. En Europe, la réglementation autorise l'élevage de 8 espèces d'insectes, sous réserve qu'ils soient nourris de végétaux issus des reliquats de l'industrie de transformation du blé, du pois et du maïs. Interdiction en revanche de les nourrir avec des déchets ou de la viande. Il existe une troisième solution, encore plus avant-gardiste que l'agroécologie et la consommation d'insectes. Elle nous vient des civilisations aztèques au XVIe siècle. Une autre source de protéines bien connue en Afrique, les algues. Certaines d'entre elles contiennent 2 fois plus de protéines que le soja et 3 fois plus que la viande ou le poisson. Ces végétaux, des organismes unicellulaires, poussent très rapidement dans les lacs et les étangs. À Paris, une toute jeune start-up envisage de tirer profit des qualités nutritionnelles des algues pour les inclure dans l'alimentation humaine à la place des protéines animales traditionnelles. Je pense qu'elle pourrait être intéressante pour Algana. Oui, moi j'ai trouvé celle-là, ce serait bien de la regarder aussi. Du coup, Spirulina platensis aussi. Ok. Ouais. Le Muséum d'histoire naturelle participe au projet en leur donnant accès à son algothèque, l'une des plus grandes du monde. Les microalgues représentent une alternative intéressante dans le sens où elles sont extrêmement riches en protéines, en vitamines, en oligoéléments. C'est un micro-organisme qui est encore sous-exploité, très largement sous-exploité, et qui, avec justement la bonne façon de formuler, la bonne façon de le traiter, peut avoir un potentiel donc sans limite. Alors, au niveau de la texture, on est pas mal, c'est bien onctueux. Puis la couleur, elle fait quand même assez naturelle. Ouais. On teste. On a pu constater qu'il y avait peu de choses qui soient véritablement réalisées en dehors du complément alimentaire. Ouais, c'est particulier. On a démarré sur de la recherche et du développement et on est au stade où on a la connaissance scientifique, on a la technologie et le marché qui demande, qui réclame et qui a besoin de ces solutions. Je trouve qu'elle est encore un peu sucrée, celle-là. Trop sucrée. Là, ouais, je suis d'accord. Il y a du sucre, il vient de quoi? De l'épice? Nous sommes parvenus à créer une sauce sans œufs, déjà, sans œufs et sans aucun allergène, ce qui n'est pas le cas de toutes les mayonnaises, notamment européennes. Quand une mayonnaise va compter jusqu'à 70% de matière grasse, ou plus d'ailleurs, nous avons moins de 30%, directement. Celle-là, elle est vachement intéressante, je trouve. Puis elle a une belle tenue dans l'assiette en plus. Je trouve que là, on a un produit qui se tient bien, qui a une belle couleur et qui donne envie. Les microalgues offrent une alternative à la production industrielle des œufs critiquée sur tous les fronts. D'abord pour son impact environnemental. Il faut plus de 2000 litres d'eau pour produire une douzaine d'œufs. Ensuite, l'élevage intensif favorise les épidémies, en particulier la grippe aviaire. Enfin, un mouvement de contestation y pointe les conditions de maltraitance des animaux. Je pense que ça serait vraiment stupide de ne pas considérer le potentiel alimentaire des algues. La biomasse qu'elles représentent, comme la biomasse des océans en général, est fondamentale pour notre avenir alimentaire. J'ai aucun doute là-dessus. Mais là encore, il va falloir habituer les gens à l'idée que ce qu'ils mangent, à l'origine, c'était des algues. Et trouver des modes de préparation, des manières pour ces aliments s'intégrer dans nos habitudes alimentaires. Ce qui m'inquiète avec ces ingrédients, c'est le caractère déjà centralisé de leur production. Ce n'est pas comme ça qu'on va résister à la mondialisation et à l'uniformisation de la nourriture. Avec les algues, ce qui risque d'arriver, c'est qu'elles seront cultivées par quantité immense pour être exportées partout dans le monde entier, comme le maïs ou le soja.
Quel intérêt si la production de microalgues à l'échelle industrielle conduit aux mêmes impacts environnementaux que l'élevage et la production de soja et de maïs? Un modèle de production artisanale, tel qu'il existe déjà en France, semble plus cohérent. Reste à savoir si son prix peut être abordable dans ces conditions. La piste des microalgues nécessite un important travail de recherche et de développement avant d'atterrir dans nos assiettes sous une autre forme que de simples compléments alimentaires. Mais l'idée participe d'un mouvement global de remise en cause de notre production alimentaire actuelle. En privilégiant les produits locaux et en défendant la biodiversité, les consommateurs envoient des signaux aux grands acteurs de l'agroalimentaire. Certains mettent déjà en garde contre le penchant naturel de l'industrie. Un des pièges à éviter, c'est de chercher à imposer une solution comme un remède miracle, comme une nouvelle monoculture, ce qui est la tragédie des grandes institutions. Tout d'un coup, elles se disent « Ah, mais les insectes sont comestibles », après quoi elles n'ont plus d'argent que pour ça. Non, nous avons besoin de diversité, de celle des espèces, des plantes, des insectes, de celle des cultures culinaires. Nous avons besoin de diversité dans notre alimentation et dans nos économies, et dans nos prises de décision. Et pour moi, la démocratie, c'est la diversité. Ces différents niveaux participent à l'élaboration de notre système alimentaire. C'est au fond une transformation de notre régime alimentaire à laquelle j'appelle et que j'espère voir se faire progressivement, mais qui s'inscrit dans une transformation plus large de nos modes de vie, qui passe par le fait de remettre l'alimentation au centre de nos existences, disons consacrer l'attention et le temps voulus, et sans doute parfois le budget voulu. Il faut par conséquent que des politiques sociales beaucoup plus robustes soient mises sur pied pour que même les ménages pauvres puissent s'alimenter de manière adéquate. Et ceci, malheureusement, n'est pas encore vu comme une priorité par beaucoup de gouvernements. Je pense que le système alternatif se met déjà en place. Je pense que la croissance la plus rapide dans le monde aujourd'hui ne provient pas des OGM. En fait, les OGM sont en déclin. Ce ne sont pas les produits chimiques, mais plutôt l'agriculture biologique qui progresse. Ce qui lui manque, c'est le soutien politique. Toute personne qui dit « je vais cultiver des aliments et je vais réussir à les vendre » est amenée à se battre contre les règlements et les normes. Si la moitié du budget des politiques agricoles communes n'allait pas au soutien de l'agriculture intensive ou de l'industrie chimique, alors l'agroécologie s'épanouirait sur toute la planète. Je pense qu'une agriculture post-industrielle réussie permettra un certain nombre de choses, comme par exemple de remettre l'être humain au cœur de l'équation. Les gens ont besoin de travailler. Dans une économie post-industrielle, il leur revient de faire tout ce qui ne peut pas être accompli par des systèmes automatisés. Et je pense que l'alimentation est le premier des domaines où cela peut s'appliquer, d'un bout à l'autre du processus. En intégrant la nourriture à notre vie quotidienne d'une manière qui fait sens, en reflétant dans nos assiettes nos valeurs culturelles et les écosystèmes qui nous entourent, nous pourrons mieux nous adapter aux changements qui s'annoncent. Les solutions qui émergent résoudront-elles l'immense défi posé par notre avenir alimentaire? Nous sommes entrés dans l'ère post-industrielle. Les citoyens d'un monde globalisé doivent réapprendre ce que manger veut dire, en se reconnectant avec leur alimentation
en se posant les bonnes questions sur les modes de production industrialisés, poussés par un système purement productiviste et soutenu par les pouvoirs publics. Pour répondre à ces défis, certains pays comme les États-Unis misent sur la biotechnologie pour créer dans la Silicon Valley des protéines sans animaux. D'autres, comme la Chine, se lancent dans les animaux génétiquement modifiés et le clonage industriel. Enfin, l'un de ces agriculteurs démontre qu'un autre changement à grande échelle est possible. 5 États sur les 25 que compte l'Inde ont basculé vers l'agriculture biologique. Manger, c'est prendre conscience que pour chaque bouchée que vous avalez, un tiers de celle-ci provient des papillons, des abeilles, des insectes pollinisateurs. C'est prendre conscience de ce processus miraculeux de la photosynthèse qui a transformé la lumière du soleil et le dioxyde de carbone en plantes incroyables qui nous nourrissent. De ces milliards d'organismes qui travaillent tranquillement dans la terre, des champignons, des vers de terre, qui sont les vrais pourvoyeurs de fertilité. Du travail et de la passion des agriculteurs qui pratiquent l'agroécologie. Et je sais que si nous continuons de nous attacher à servir la terre et ses espèces, nos petits agriculteurs et la santé des gens, nous verrons ces politiques que presque personne n'adoptaient il y a 20 ans finir par l'emporter.